Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. La rentrée scolaire 2023-2024 a été effective depuis le 25 septembre 2023 et les milliers d'élèves apprenants du primaire, secondaire, enseignement technique, secondaire 2 ont repris le chemin de l'école. Et la question de la santé sexuelle de ces jeunes, la question des grossesses précoces et de la gestion de menstruation, eh bien, toutes ces questions refont surface. Et il est du devoir de la télévision togolaise à travers l'émission Débat Éducation de contribuer à la sensibilisation, à l'information pour que ces jeunes aient un bon état de bien-être. C'est de cela que nous allons parler au cours donc, de cette émission avec des invités que j'aurai à vous présenter. Débat thématique, c'est dans un instant. Le bien-être des jeunes qui ont repris le chemin de l'école, c'est d'eux qu'il est question pour qu'ils préservent leur santé et éviter tout ce qui est lié aux grossesses et bien gérer leur menstruation et puis leurs relations également. Pour en parler, j'ai sur ce plateau deux invités. De ma gauche vers ma droite, j'ai Abla Koutoutou. Elle est conseillère santé sexuelle de reproduction à la ligne verte Allo 1011 au COPEDI. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. À ma droite, j'ai madame Dembe. Elle est coordinatrice ICTDP. Bonsoir. Bonsoir, Marcel. Nos élèves ont repris le chemin de l'école, comme je viens de le dire, et on veut parler de leur état de bien-être. Alors, quand on parle d'état de bien-être, à quoi cela fait penser? D'accord. En matière de la santé sexuelle, disons que la santé sexuelle même d'abord est un état de bien-être, que ce soit physique, émotionnel, mental et aussi social. Et donc les jeunes ont souvent besoin de se sentir à l'aise dans leur cadre et aussi entourés de bonnes personnes afin d'avoir des informations nécessaires sur les changements physiques et émotionnels qui sont appelés à traverser au cours de leur vie. Je veux parler de la puberté, bien sûr. Et c'est surtout cette période-là qui est la plus difficile et pour les jeunes de nos jours, lorsqu'ils n'ont pas vraiment la totalité des informations. Voilà. Madame, vous impliquez suffisamment aux côtés donc, de ces jeunes. Et à plusieurs reprises, vous avez fait même des descentes dans les établissements. Et état de bien-être, est-ce que vous avez un complément à apporter? D'abord, je voudrais souhaiter une très bonne rentrée académique à nos élèves, que cette année soit couronnée de succès. Et lorsqu'on parle de bien-être, de la santé sexuelle, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne l'aisance de la personne ou bien du jeune en question, aussi bien sur le côté mental, je vais parler du moral, le côté physiologique et le côté physique, sans oublier le côté environnemental. Parce qu'on peut être bien dans sa peau, on peut être bien physiquement, on peut être bien mentalement, on peut être bien moralement, mais si le côté environnemental aussi ne sied pas, tout ce que nous venons de dire, il y aura des fins quelque part. Donc, beaucoup de jeunes filles comme garçons tombent dans des relations coupables. Alors, je voulais savoir, comme vous avez parlé tout à l'heure d'information, est-ce qu'il y a déficit d'information dans l'environnement scolaire? On va commencer par l'environnement scolaire avant d'aller dans l'environnement familial. Alors, je ne dirais pas qu'il y a déficit d'information. Et de par ceci, je pense même féliciter le gouvernement pour la mise à disposition de ces cours-là au niveau des enseignants dans le curriculum scolaire et extrascolaire. Je dirais que c'est l'insuffisance parce que non seulement les élèves sont appelés à échanger avec leurs enseignants à l'école, mais aussi il y a les parents à la maison. Et donc si l'éducation sexuelle se fait à l'école, je pense qu'il doit y avoir aussi un complément
à la maison pour que les jeunes soient toujours dans un cadre agréable et avoir l'information autour d'eux quand ils veulent et chaque fois où ils en ont besoin. Et je pense qu'il reste encore beaucoup à faire à ce niveau parce que nos normes aussi empêchent vraiment les parents d'échanger sur la sexualité avec leurs jeunes. Alors, madame, vous avez entretenu suffisamment les enfants, les jeunes, dans plusieurs écoles sur la question. Est-ce que vous pensez, à votre niveau, qu'il y a un déficit d'information ou bien que c'est une insuffisance plutôt, comme l'a dit la conseillère en SSR tout à l'heure? Ok, on peut dire qu'il n'y a pas de déficit dans le sens où, quel qu'en soit le jeune en âge de puberté, entend quelque part parler de ce que c'est que la sexualité. Le gouvernement fait de son mieux, tant bien même qu'en réalité, il n'y a pas un cours spécialement ou un curriculum dédié à la santé sexuelle au niveau de nos écoles, mais les professeurs d'SVT, par exemple, certains professeurs essaient de faire de leur manière pour enseigner ce volet sexuel à nos jeunes. Mais jusque c'est le terrain qui est vaste. Quand on dit que le terrain est vaste, même si les parents doivent être impliqués, même si les enseignants doivent être impliqués, mais l'environnement du jeune garçon ou de la jeune fille ne se limite pas à ces deux lieux-là, c'est-à-dire l'école et la maison. C'est partout. Même tout à l'heure, nous pouvons sortir croiser des jeunes qui sont en discussion. Nous pouvons les interpeller. Donc, c'est pour dire que c'est le champ qui est vaste. Et comme le champ est vaste, il faut vraiment aussi s'appliquer. S'appliquer, ça veut dire qu'il faut que tout le monde y mette la patte pour qu'enfin on puisse réussir. Sinon, en réalité, les responsabilités aussi sont partagées. N'oublions pas ça, les responsabilités sont partagées parce que difficilement, certains jeunes aussi n'ont pas cette information au niveau de leurs parents. Certains jeunes aussi, à l'école, ont honte aussi de parler de ça parce que bon, c'est un sujet souvent connu comme tabou. Même nous-mêmes qui sommes des spécialistes en la matière, souvent ce n'est pas chose aisée parce qu'il y a les jugements de la société qui vous disent bon, est-ce que parler de la sexualité, c'est comme si bon, vous exagérez. Et puis, entre parenthèses, quand c'est une femme, c'est autre chose. Donc, pour moi, il n'y a pas de déficit, il n'y a pas d'insuffisance, mais le champ est tellement vaste qu'il faut chaque jour le labourer pour y arriver. Voilà. Pour labourer, téléspectateurs, pour labourer ce champ, chacun doit porter sa pierre et la télévision togolaise, à travers l'émission Débat Éducation, est en train de jouer ainsi sa partition. Madame la conseillère de SSR, souvent, les violons ne s'accordent pas autour de la question de savoir à quel âge faut-il parler de sexualité avec l'enfant avant qu'il ne devienne adolescent, adulte, etc. Donc, vous qui êtes spécialiste dans le domaine, que ce soit à la maison, surtout à la maison, oui, à quel âge le parent devrait logiquement aborder le sujet et de quelle façon aussi il doit l'aborder pour que ça ne soit pas interprété comme si on est en train de montrer aux enfants d'aller faire ce qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est une question qui revient très souvent. Ouais. Et les parents cherchent souvent à savoir à quel âge ils doivent commencer à échanger sur les questions de sexualité avec leurs jeunes. Mais je pense qu'il n'y a pas d'âge propice, puisque nous ne saurons pas exactement à quel moment notre enfant devient sexuellement actif. Et donc, le mieux, c'est de commencer très tôt, le plus tôt possible. Et surtout le fait que l'éducation sexuelle... Le plus tôt, c'est avant le préscolaire, le jardin d'enfants, ou bien pendant qu'il est au jardin d'enfants? Oui, j'en viens. Allez-y. Surtout le fait que l'éducation sexuelle doit se faire et doit être adaptée à l'âge. Et donc, même depuis le sein de la maman, je pense que la maman déjà essaie de changer avec sa petite fille ou son petit garçon au cours de sa grossesse. Et la science aussi prouve que l'enfant arrive à écouter sa maman pendant même la grossesse. Et donc, il faut vraiment que les parents essaient déjà d'échanger avec leur enfant, que ce soit déjà dès l'an 0, où on commence déjà à montrer à l'enfant les bonnes pratiques. À 2 ans, par exemple. Les habitudes saines. Voilà, les habitudes saines. À 2 ans, par exemple, une petite fille, quand elle s'assied, peut-être sa maman lui dit « Non, ne t'assieds pas comme ça.
Une fille, quand elle s'assied, elle ne laisse pas les entrejambes ouvertes comme ça. Donc, c'est déjà des bonnes pratiques qu'on apprend à nos enfants. Et c'est de cette manière que l'éducation sexuelle aussi doit être faite. Et donc, ça doit être adapté à l'âge. Au fur et à mesure que nous voyons l'évolution de notre enfant, on essaie de revoir l'information que nous lui donnons. Mais il faut surtout faire attention aussi à ne pas mentir aux enfants. Puisque lorsque le parent dit quelque chose et que dehors, l'enfant entend autre chose, déjà, l'enfant perd confiance en ses parents et ne cherche plus à venir vers ses parents lorsqu'il a besoin d'autres informations. Et donc, l'essentiel aussi, c'est de ne pas mentir, mais de fournir toutes les informations. Et lorsqu'on n'a pas aussi toutes ces informations à notre portée, c'est d'essayer de voir en quelle mesure rediriger l'enfant vers les centres appropriés pour avoir les informations. Je vais revenir à vous tout à l'heure, puisque vous avez l'occasion, dans le cadre de votre travail, d'accueillir des jeunes, d'accueillir des parents. Et on va voir quand ils viennent là, quel est le problème qu'ils viennent vous exposer et quelle réponse vous leur donnez. Alors, madame, oui, la même question vous revient. Pour moi, en réalité, il devait avoir un âge pour parler de la sexualité. Mais de nos jours, je crois que quand j'essaie de m'imprégner plus dans la santé sexuelle, j'ai compris qu'en réalité, il n'y a pas d'âge. Je dis ça parce que lorsque nous mettons au monde déjà un enfant, le garçon, à un moment donné, quand il est assis, il pisse, on essaie de lui frapper, on lui dit « mets-toi debout, essaie de mettre ton pénis droit et pisse ». Quand le garçon finit de pisser, peut-être en âge de 1 ou 2 ans, il remet son pénis dans le slip. La maman dit non, ou le papa dit non, le parent, bref, dit non. Enlève et essaie de remuer ça pour être sûr que toute l'urine est bien tombée. Donc, c'est d'abord une pratique d'hygiène sexuelle comme ça. Parce que quand le petit garçon va remettre son pénis dans son slip avec des gouttes d'urine, ces gouttes d'urine peuvent peut-être se fermenter et apporter des germes. C'est une éducation sexuelle en réalité qui ne dit pas son nom. Vous voyez un jeune garçon où une tante du quartier dit « c'est moi chérie comme ça ». Ou un jour, ça quitte le petit garçon à 5 ans, 6 ans, il dit « c'est ma femme comme ça ». Peut-être la femme a même plus de 40 à 50 ans, je dis n'importe quoi, juste pour dire que la sexualité, c'est une éducation à long parcours depuis même la naissance de l'enfant. Sauf que nous croyons que nous parlons de sexualité au moment où le jeune garçon, la jeune fille est en âge de puberté. Non, en réalité, la sexualité se parle à tout moment de l'âge, même à la ménopause ou même à certains âges, ça se parle. Jusqu'il y a un accent particulier à mettre à un certain âge donné de l'enfant. C'est quand nous constatons en tant que parents que notre enfant, puisque en réalité c'est une responsabilisation très très lourde. Il faut en tant que parent constater que l'enfant est arrivé à un âge donné où je dois lui parler des mots clés. Cette fois-ci, ce n'est plus lui dire ferme tes jambes, mais lui dire dans peut-être quelques mois, toi, en tant que fille, tu as déjà 13 ans. Voilà, il faut étudier l'enfant. Peut-être, vous voyez, avant, on parlait de 18 ans. Où est-ce que le parent va apprendre tout ce que vous voulez pour qu'il soit capable de pouvoir gérer l'enfant de la sorte et lui donner les informations qui conviennent? Au temps de nos parents, on n'avait pas ces informations, mais aujourd'hui, le parent a ces informations. D'abord, je prends l'exemple des réseaux sociaux, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont aussi leur sens négatif, ça raconte n'importe quoi, mais il suffit d'aller sur Google, taper santé sexuelle, qu'est-ce que c'est? Découvrir tous les organes. Aussi des émissions par exemple, l'émission que nous sommes en train de faire. C'est déjà une éducation pour les parents, parce que des parents qui vont suivre ça doivent prendre conscience que j'attendais peut-être que mon fils ou bien que ma fille ait cet âge avant que je parle. Voilà, on me dit que déjà à tel âge donné, il faut préparer l'enfant. Il y a aussi la documentation. Bref, il y a aussi ces centres d'écoute qui sont là. Et les sensibilisations que vous faites. Les sensibilisations avec les associations qui sont là dans les écoles, sur le terrain pour aussi faire. Mais le danger, c'est qu'il faut donner la bonne information. Il faut que toi, en tant que parent, que tu sois sûr que
l'information que je suis en train de donner à mon enfant, c'est cette information qui va l'accompagner tout au long de sa vie et va être bénéfique dans sa vie sexuelle. Parce que quand l'information à la base est faussée, donc l'enfant grandit avec beaucoup de choses. Et malheureusement, si l'enfant va découvrir autre chose que ce que le parent lui a dit, il a tendance à opter ce qu'il a découvert et nous en savons tous les conséquences qui découlent. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge pour parler, mais à un certain âge, il faut suivre l'enfant et il faut savoir parler avec l'enfant avec des mots-clés. Quand le parent honte, par exemple, je viens de donner, je dis le pénis. Quand le parent honte de dire à son fils de 13 ans, ça s'appelle le pénis, c'est pas bien. Il doit lui dire, tu vois ton pénis, ça grossit. Est-ce que tu as remarqué que ça grossit? Est-ce que tu as remarqué que tu as des petits poils sur ton pénis? Est-ce que tu remarques qu'au niveau de ta gauche, ta voix devient un peu grave? C'est des choses qu'on doit le dire sans tabou. De la même chose, chez la fille même, c'est encore compliqué parce que le papa trouve que non, je ne peux pas parler de vagin. C'est la maman qui doit C'est la maman qui va parler. La maman aussi, avec la honte, elle parle avec des limites. Elle n'ose pas dire les mots tels. Au lieu de dire dans quelques mois avec ton âge, voilà tes seins poussés, ton vagin, voilà ce que tu vas avoir. Le sang va couler de ton vagin, c'est ce qu'on appelle la menstruation. Le parent dit, le jour où tu vas remarquer, ou c'est la maman qui dit, le jour où tu vas remarquer que tu as mal au bas-ventre. Non! L'enfant peut avoir mal au bas-ventre sans que ce soit des menstruations qui arrivent. Donc, vous voyez, donc, nous devons être aussi en mesure d'abord d'avoir la bonne information pour nos enfants et aussi de leur parler des mots-clés sans toutefois. Parce que si vous parlez avec réserve et que l'enfant lui-même aussi est appelé, ce sont des futurs éducateurs. Ça veut dire que c'est le même processus. Bien sûr. Un jour, cet enfant aussi parlera avec réserve et ainsi de suite, ainsi de suite. Et pourtant, aujourd'hui, nous trouvons que c'est un sujet où le tabou doit être levé. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que les explications que sont en train de donner mes invités vous éclairent sur le thème que nous avons retenu, santé sexuelle, ce que les adolescents, les jeunes doivent comprendre. Mais ce n'est pas seulement, au vu de ce que moi je suis en train d'entendre, ce n'est pas seulement aux jeunes qu'on est en train de s'adresser, c'est à nous tous, en tant que parents, en tant que tuteurs des enfants, etc. En tout cas, c'est à toute la population qu'on est en train de s'adresser pour ne plus faire de ce sujet un sujet tabou. Alors, Madame la conseillère SSR, voilà, je vous avais laissé une question. Quand dans votre travail au COPESDI, à l'O10 11, vous recevez les jeunes, vous recevez les parents, de quoi vous parlez, surtout en ce qui concerne la santé sexuelle de reproduction? Qu'est-ce qu'ils viennent vous exposer? Ok, alors au niveau des parents d'abord, il y a certains parents qui appellent, quand bien même ce numéro est réservé normalement aux jeunes, mais nous recevons aussi quelquefois les appels des adultes qui veulent savoir, bon, de temps en temps vous disiez que nous devons parler de la sexualité à nos jeunes, mais comment l'aborder exactement? Puisque ce terme, c'est, comme madame vient de le dire, c'est difficile à nos parents de parler de la sexualité à cause des tabous liés à la sexualité. Et donc, pour eux, c'est compliqué d'appeler leur enfant et de parler de pénis et de vagin. Et nous essayons de leur dire non, la santé sexuelle ou bien l'éducation sexuelle, c'est ce que vous faites déjà. Vous avez déjà commencé à le faire. Et donc, c'est de poursuivre. De l'organe ou des organes, c'est déjà... Voilà, ça fait partie de l'éducation sexuelle, puisque l'éducation sexuelle ne se limite pas seulement aux affaires de rapport sexuel. La sexualité est assez vaste. Et donc, ils le font déjà. C'est de se baser aussi un peu sur leur vécu, puisque les expériences de nos parents aussi nous éclairent parfois. Et donc, se baser sur leur vécu et essayer d'être franc avec les jeunes, leur dire tout ce qu'ils savent réellement et qu'ils vérifient réellement les informations pour savoir si c'est vrai avant de les faire passer aux jeunes. Et lorsqu'ils ont besoin d'aide par rapport à certains sujets, ils ont toujours les centres d'écoute, la ligne verte 1011 pour les aider. Maintenant, au niveau des jeunes... Avant que vous n'arriviez aux jeunes, fidèles téléspectateurs, elle a parlé de la ligne verte à l'O1011 du COPESDI. On va vous faire passer une annonce, voilà. Et vous allez voir un peu comment fonctionne la ligne verte quand il s'agit d'appeler ou alors d'envoyer un SMS gratuit par Togocel ou Move pour
exprimer vos préoccupations et les spécialistes sont là, ils vous donneront les réponses. Allo 1011. Sur la ligne verte Allo 1011, 2 innovations au service du respect des droits de l'enfant. Dénonciation par SMS à partir de Togocel ou Move des cas d'abus et de violence sur l'enfant. Possibilité pour les jeunes adolescents d'appeler au 1011 pour des informations et conseils sur la santé sexuelle. Nous sommes au niveau des jeunes. Ok, au niveau des jeunes, les jeunes appellent souvent, la plupart du temps, pour les filles, pour savoir comment gérer leur menstruation et surtout comment compter les dates, ce que nous essayons parfois de leur dissuader puisque ça amène nos jeunes sœurs à beaucoup de problèmes. Le fait de vouloir à tout prix compter la date de menstruation et savoir en quel moment ils seront en ovulation. Et c'est ce qui est un peu dangereux pour eux. Maintenant, il y a aussi d'autres qui posent des questions par rapport à leur morphologie, savoir si j'ai une sein qui est un peu plus gros que l'autre. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une anomalie? Voilà, est-ce que c'est une anomalie et autres. Donc, nous essayons de leur faire comprendre que voilà, c'est des changements physiques qui arrivent au cours de la puberté et que c'est normal. Il y en a aussi des jeunes garçons qui posent des questions par rapport à leur sexualité aussi. Comment s'y prendre pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Et lorsqu'ils ont des symptômes aussi, ils appellent et nous les référons vers des centres de santé. Alors, chers jeunes scolaires, déscolarisés, non scolarisés, en tout cas, vous êtes dans le lot de toute façon de la jeunesse. Vous êtes invités à faire usage donc, de cette ligne verte mise gratuitement à votre disposition par le gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale avec l'appui des partenaires. Hein. Il y a plusieurs partenaires, il y a Plan International Togo qui appuie, il y a l'UNICEF aussi qui apporte son appui pour le fonctionnement de cette ligne verte Allo 1011. Donc, si vous avez besoin d'informations, alors la conseillère, elle vient de là, elle travaille avec toute une équipe. Voilà. Ils sont tous disponibles pour vous donner toutes les informations, quel que soit le point du territoire où vous vous trouvez. Voilà. Madame, on va recentrer maintenant notre débat autour des points liés à la gestion de la menstruation, aux grossesses précoces. Commençons par la gestion de la menstruation parce que c'est vraiment un problème très, très sérieux au niveau surtout des jeunes filles. Voilà, surtout des jeunes filles. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir pour une bonne gestion de leur menstruation? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Les jeunes, notamment les jeunes filles, doivent savoir beaucoup de choses sur la gestion de leur hygiène menstruelle. Nous mettons l'accent sur l'hygiène menstruelle parce qu'une jeune fille en âge de puberté doit passer ses menstruations. Donc, mais c'est l'hygiène-là qui apporte beaucoup de conséquences néfastes dont nous savons. Donc, la gestion de l'hygiène menstruelle, nous parlons de cette gestion avec beaucoup de griffes et beaucoup d'attention parce que les jeunes filles croient en réalité qu'une fois pubère et lorsqu'elle se met à passer ses menstruations, donc c'est fini, elle a tout ce qu'il faut, elle est devenue jeune fille, alors qu'en réalité c'est faux. Lorsque nous sommes sur le terrain et que nous parlons des jours d'abord du cycle menstruel, beaucoup de jeunes filles s'étonnent parce qu'elles croient là où la grande partie des filles croient que tout le cycle menstruel fait 28 jours. Tout le monde croit que c'est comme ça. Alors que dans la norme, le cycle menstruel c'est du 21 jours. Pour d'autres, ça fait 21 jours, c'est-à-dire c'est du 21e jour au 35e jour. Vous voyez. Donc pour une jeune fille qui a par exemple ses menstruations, chaque 21 jours, elle croit qu'elle est malade. Pour celle-là qui a 22, 23, elle croit qu'elle est malade. Celle-là qui est au-delà de 28 jours aussi croit qu'elle est malade. Parce que pour elle, dans leur tête, on parle de 28 jours, 28 jours. Maintenant, il n'y a pas que la période de la menstruation elle-même. C'est tout un cycle. C'est pour ça que nous parlons du cycle menstruel. Avant mes menstruations, qu'est-ce que je fais? Pendant mes menstruations, qu'est-ce que je fais? Après les menstruations, qu'est-ce que je fais? Un document que vous avez mis gracieusement à leur disposition, non? Oui, l'association ICTDP en partenariat avec
des partenaires financiers au niveau de la France ont produit un document que nous avons intitulé « Mes 28 règles élémentaires ». Dans ce livret, nous avons tout ce qui concerne les informations qu'une jeune fille ou même un jeune garçon doit savoir. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes filles qui sont concernées de cette affaire de menstruation. Même les femmes au foyer. Les femmes au foyer, même les garçons. Pourquoi je parle des garçons? Parce que les garçons aussi doivent accompagner ces jeunes filles-là à mieux gérer leur hygiène menstruelle. Parce que si le garçon, qui est un grand frère, qui a peut-être 18 ans, 20 ans, a les informations nécessaires sur la bonne gestion menstruelle, il peut accompagner sa petite sœur qui est en train de rentrer en âge de puberté, qui a peut-être 15 ans, 16 ans. Donc les garçons aussi doivent le savoir. Et souvent, ce sont les garçons même qui obligent les filles à démissionner certaines fois à l'école parce que, entre parenthèses, lorsque une jeune fille est surprise par ses menstruations, en classe, ce sont les jeunes garçons qui se moquent d'elle. Et par honte, elle finit par ne même pas venir à l'école. Donc voilà. Donc le terme gestion de l'hygiène menstruelle est tellement compliqué qu'il faut le parler avec tout son sens. Avec tout son sens. Lorsque je parle tout à l'heure, j'ai donné tout à l'heure du cycle menstruel. Donc pour les jeunes filles, c'est 28 jours. Donc comme l'a dit mon prédécesseur, donc au 14e jour, c'est mon jour d'ovulation, c'est ce qui importe pour moi. Et celle-là qui a une période menstruelle de 21 jours, son ovulation c'est quand? Point d'interrogation. Pour celle-là qui a peut-être chaque 32 jours, son ovulation, point d'interrogation. Et si celle-là croit que les règles ne sont que 28 jours, vous comprenez avec moi, M. Marcel, que celle-là aura ce que peut-être nous allons aborder tout à l'heure, une grossesse précoce, parce qu'elle ne maîtrise pas sa menstruation. Il n'y a pas que ça, il y a les IST, parce que lorsqu'on ne gère pas bien ses menstruations, lorsque par exemple, on va sur le marché et qu'on essaie d'acheter n'importe quelle couche hygiénique pour venir utiliser lors de sa menstruation, parce que peut-être économiquement, on n'est pas bien, donc on est allé prendre des couches qui sont à 200 francs par exemple. Mais quelle est la matière qui compose cette couche? À la fin, on se retrouve avec des germes et c'est les IST. Malheureusement, on ne va même pas à l'hôpital pour se faire consulter par un spécialiste, je parle d'un gynécologue, mais on essaie de parler de bouche à oreille, ce qu'on appelle communément magné. La jeune fille dit à sa collègue, j'ai magné, mon vagin me fait gratter, j'ai des rougeurs. Et c'est elle qui lui recommande un produit de la rue. Mais vous savez les conséquences que les produits de la rue. Donc c'est aujourd'hui le terme gestion de l'hygiène menstruelle au niveau des jeunes filles est un problème qu'il faut vraiment prendre à cœur pour d'abord que la jeune fille se sente bien dans sa peau. Parce que si elle ne se sent pas bien dans sa peau, quoi qu'on dise, en fin d'année, on n'aura pas un résultat positif. Si elle arrive avec des douleurs au bas-ventre, ou si elle ne sera pas concentrée au cours, si elle ne sait pas que lorsque, par rapport à ma morphologie, mon sang doit beaucoup couler, donc à ce moment-là, il faut que je me protège bien. Elle va croire qu'elle est malade, elle va dire qu'elle est anémiée, elle va aller rester à l'école. Ou si elle ne sait pas que sa menstruation, c'est chaque 21 jours, et que peut-être le mois passé, c'était 22 jours, et ce mois, à 21 jours, c'est arrivé, elle va croire qu'elle est malade. Et si ça quitte de 21 jours pour aller à 35 jours, parce qu'il y a aussi de ces jeunes filles-là qui ne respectent pas la norme. C'est aussi ça, il faut leur informer. Elle peut faire le 21 jours, elle peut faire 22, elle peut faire 28, elle peut faire 30, elle peut même faire 34. Donc celle-là aussi, elle doit savoir que quand elle a fait ses règles ou ses menstruations le 21 jours, et maintenant que nous sommes même au 32 jours et qu'elle n'a pas ses menstruations, elle n'est pas encore malade. Il y a une anomalie, il faut attendre et suivre son corps, voir. Mais là, avec aussi des pincettes, parce qu'il faut qu'elle soit sûre que pendant cette période, elle ne s'est pas approchée d'un homme, elle n'a pas eu des rapports sexuels non protégés. Ça aussi, parce que ce n'est pas pour après, pour dire, bon, les spécialistes avaient dit, si j'ai ma menstruation 21 jours après, je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Alors qu'en réalité, dans les 21 jours, elle a eu des rapports sexuels non protégés avec les hommes, qui peuvent être une grossesse. Donc, voilà ce que nous essayons d'apprendre à ces jeunes filles pour mieux d'abord se sentir à l'aise, parce qu'il faut que la jeune fille se sente à l'aise. Et lorsqu'elle se sent à l'aise, elle étudie sans problème. Et lorsqu'elle étudie sans problème,
nous parlons aujourd'hui de l'excellence de la jeune fille. Nous allons la voir d'ici peut-être 2025 ou 2030. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois qu'il s'avère nécessaire, au vu des explications données par la présidente à ma droite, que le numéro WhatsApp, voilà, de la présidente et avec la permission aussi de la conseillère soit affiché pour que si vous avez besoin de ce document dont elle vient de parler, parce que c'est un document gratuit, voilà, vous pouvez vous adresser à eux et puis par WhatsApp, on peut vous balancer le document. Et si vous avez des préoccupations, voilà, vous pouvez leur poser toutes les questions en tant que jeune, en tant que femme, même au foyer, etc. Vous pouvez leur poser toutes les questions. On va aborder maintenant la question des grossesses précoces. Voilà, une fois, nous étions en train de travailler en interviewant des jeunes filles qui étaient grosses dans une école, alors, et on s'est approché de 2 d'entre elles. La première, je lui pose la question, mais mademoiselle, comment tu es arrivée? Elle dit que c'est un étudiant qui m'a fait ça. Alors, la seconde, je dis, mais mademoiselle, comment c'est arrivé? Toutes sont en classe de terminale. Elle dit, mais c'est la dernière fois que je me suis rendu compte que je suis enceinte. Ça veut dire que, il y a déficit d'information et quelque part aussi, il y a une certaine inconscience de la vision aussi que les filles doivent avoir de leur vie. Vous voyez? Alors, donc, nous allons aborder donc cet aspect lié aux causes des grossesses précoces pour que nos filles comprennent ce qu'elles doivent comprendre de la gestion de la sexualité. Je commence par ma conseillère à ma gauche, voilà, puisque vous entretenez beaucoup les jeunes filles et les jeunes garçons aussi sur cette question. Quelles peuvent être éventuellement les causes et quels conseils vous avez à leur donner à ce début de rentrée pour que la prévalence des grossesses précoces véritablement chute dans nos systèmes éducatifs? D'accord. En matière de grossesse précoce, je dirais qu'il y a beaucoup de causes. Ouais. D'abord, à commencer par l'insuffisance de l'information ou encore la désinformation, puisque c'est vrai qu'il y a l'information, puisque les jeunes ont l'habitude aussi d'aller chercher des informations sur les sites internet et tout, sachant très bien que ce n'est pas partout que nous pouvons avoir la bonne information. Et donc, à part ça, il y a aussi le fait que les centres de santé ne soient pas vraiment adaptés aux besoins des jeunes. Dans nos centres de santé aujourd'hui, les jeunes sont mal accueillis et les jeunes n'ont pas aussi vraiment accès. En termes d'accessibilité, je veux parler de l'accessibilité géographique et financière. D'abord, le centre qui est assez éloigné du lieu de résidence du jeune. Et il y a aussi les coûts des prestations qui sont élevés et sans négliger aussi les horaires d'ouverture des centres de santé qui ne sont pas adaptés à leur programme. Et donc, il y a aussi la pauvreté pour parler de l'accessibilité financière et tout. Et le fait aussi que les jeunes sont souvent entourés par des personnes qui tiennent toujours aux valeurs culturelles. Je veux parler des normes, toujours les tabous qui sont liés à la sexualité. Ce qui fait que lorsqu'un jeune se rend dans un centre de santé pour bénéficier des services de santé sexuelle, on voit déjà que la personne est trop jeune. Si je m'y rends par exemple pour acheter un préservatif ou bien pour adopter une méthode de planification familiale ou une méthode de contraception, si je peux le dire ainsi. Il sera peut-être mal vu. Il sera mal vu. On voit déjà que tu es trop jeune. Bon, aujourd'hui, les jeunes filles de 13 ans sont déjà sexuellement actives. Hein, et lorsque tu te rends dans un centre de santé, on voit que tu es trop jeune pour bénéficier d'une méthode de contraception. Ah, toi jeune, déjà on commence à te juger, quoi. Toi jeune, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux des préservatifs pour faire quoi et tout. Et déjà, ça empêche les jeunes de se rendre dans les centres de santé. Le fait aussi pour les jeunes de penser qu'ils iront rencontrer un parent ou bien quelqu'un qui connaît leurs parents. Je veux parler de la confidentialité et empêche aussi les jeunes, ça vraiment, ça les retient
d'aller vers les centres de santé pour bénéficier des services. Et lorsqu'on ne bénéficie pas de ces services, nous sommes exposés au phénomène des grossesses précoces. Alors, les grossesses précoces, c'est ce volet, sous-volet que nous sommes en train d'aborder. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui se font aujourd'hui dans le système éducatif depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, le ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques fait l'effort de compiler les données et ces données sont véritablement inquiétantes. Ce qui montre que malgré les sensibilisations, malgré les conseils qu'on donne aussi bien aux garçons qu'aux filles, eh bien, la prévalence des grossesses ne semble pas diminuer. Alors, madame, selon vous, alors quelles pouvaient être éventuellement certaines des causes en dehors de ce que votre madame la conseillère vient d'évoquer tout à l'heure? C'est vrai que les grossesses précoces, surtout en milieu scolaire, il faut vraiment le prendre à cœur parce que chaque année, nous voyons, comme vous venez de le dire, que l'effectif est en train vraiment d'être élevé. Et je me rappelle qu'en 2021, lorsqu'on a eu à faire le bilan de ce qui n'a pas marché, tout le monde a dit c'est dû au Covid, le confinement et autres. Mais cette année 2022, 2023, là pour l'année, je me suis dit, il n'y a pas eu Covid. Il n'y a pas eu de grève d'enseignants. Puisqu'on disait ce sont les grèves, les enfants restent à la maison, c'est Covid. Mais lorsque nous prenons l'année académique qui vient de se couler, la rentrée a été parfaite. Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu de mouvement d'enseignants, il n'y a pas eu de maladie qui a amené les élèves à se confiner. Tout a marché, mais qu'est-ce qui fait encore que ce taux est tellement élevé, plus que les années antérieures? C'est là où ça devient inquiétant. Je crois qu'elle a déjà tout ramassé, mais là où moi je voudrais aussi peut-être mettre l'accent, c'est par rapport à ce que nos enfants ont comme information aujourd'hui. Parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, l'enfant apprend tout sur les réseaux sociaux. Tout. Lorsque vous êtes en face des jeunes filles et des jeunes garçons, ou quelqu'un a le courage de vous dire « je sais comment arrêter mes menstruations lorsque j'ai un rendez-vous avec un gars », c'est beaucoup de choses. Parce que les menstruations, c'est un phénomène naturel. Donc, dire qu'il y a aussi un phénomène pour arrêter ça. Donc, vous comprenez que nos jeunes sont dans une recherche pas possible et même qui nous amène même à craindre. Parce que quand la jeune fille te dit, bon, moi j'avais un rendez-vous avec mon copain, mais il ne fallait pas rater, c'était le jour de mes menstruations, j'ai pris un produit pour arrêter. Alors que c'est quoi? C'est des déchets. L'ovule s'éclate. Scientifiquement, c'est l'ovule qui attendait, qui n'a rien vu, qui s'est éclaté, qui sort. En réalité, c'est des déchets, des toxines qui sortent de notre corps. Maintenant, quand tu arrêtes, quelles sont les conséquences? C'est que tu t'intoxiques davantage. Donc, il y a à craindre. Il y a que en dehors de tout ce qu'elle a eu à citer, beaucoup aujourd'hui de services sont à la disposition de nos jeunes. La TBF, je prends l'exemple de la TBF par exemple, où il y a même un centre spécialement dédié aux jeunes. Mais nos jeunes, malgré les informations qu'on leur donne, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas satisfaits. ATBF même a conçu une application. Une application où ils peuvent même suivre des cours en ligne pour devenir des spécialistes. Mais ils sont tellement assoiffés d'informations que j'ai l'impression que des fois c'est pour dire nous-mêmes on va découvrir, peut-être nos parents, nos aînés, ce qu'ils nous disent, c'est pas tout. Peut-être il y a quelque chose qui est caché sous là, il faut aller le découvrir. Vous voyez, lorsque nous prenons l'exemple des jeunes filles en milieu scolaire, tout à l'heure nous avions parlé du cycle menstruel. La grande partie ne maîtrise pas leur cycle menstruel. Sinon, en réalité, pour une élève, ce n'est jamais été son souhait de tomber enceinte en plein milieu scolaire. Mais souvent, la grande partie, elles sont surprises. Elles sont surprises. Il y a aussi la responsabilité des parents parce que nous devons aussi suivre nos enfants. Nous devons aussi suivre nos enfants. Je me rappelle qu'une maman, au cours de nos séances d'information, une maman s'est effondrée comme ça parce qu'elle se reprochait de beaucoup de choses
pour n'avoir pas éduqué sexuellement son enfant. L'enfant a tout découvert dehors et l'enfant fait, mais elle était en 3e avec un bébé et c'est sa maman qui tenait le bébé. Donc la maman avait amené la petite fille, sa petite fille en récréation lorsque c'est tombé sur une séance de sensibilisation. Quand elle a écouté ça, elle s'est effondrée en larmes parce qu'elle a réalisé ce qu'elle avait manqué auprès de sa fille. Et en dehors de ça, il y a aussi la prise de conscience. Parce qu'à cet âge donné, ce sont des enfants, si on peut le dire, ou des jeunes, il y a beaucoup de choses qui leur traversent à l'esprit. Et s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est que ça va rater, surtout au niveau de la jeune fille. Mais le garçon aussi est concerné. Parce que quand le jeune garçon, quand on nous disait, les jeunes garçons disaient, bon, c'est les filles qui tombent enceintes, nous leur avons dit non, avant qu'ils ne prennent conscience, non. Parce que quand tu es en 3e, par exemple, et que tu vas enceinter une de tes collègues en 4e, sois sûr que toi-même, même si tu te dis que tu ne portes pas la grossesse, mais quand on va prendre le carnet pour la consultation prénatale, venir te donner, toi aussi élève qui n'a pas d'argent, qui va retourner auprès des parents pour dire, celle que j'ai enceintée là, elle m'a apporté une ordonnance et que ton papa va se mettre à gronder, je t'ai amené à l'école et non, aller enceinte. Donc vous deux, vous êtes dans... Est-ce que toi, jeune garçon, tu es sûr qu'à ce moment-là, tu vas bien apprendre? Non. Lorsque tu es en classe, on t'appelle que celle que tu es enceinte veut accoucher et que tu es obligé de... Donc, c'est beaucoup de choses qu'ils doivent comprendre pour aussi accompagner les filles parce que la fille ne prend pas la grossesse seule. Tout à fait. C'est l'union du jeune garçon et de la jeune fille. Mais si nous remarquons en milieu scolaire, peut-être quelques échantillons sont des hommes responsables ou matures qui enceintent ces jeunes filles, mais la grande partie, c'est entre eux élèves. C'est ça qui est dommage. Donc, nous voyons déjà que nous sommes en train de perdre 2 jeunes qui vont être retardés dans leur scolarisation. Parce que quoi qu'on dise, la fille retarde, mais le garçon aussi est dedans, c'est sans conséquence. Il y a aussi, nous venons tout à l'heure de féliciter d'abord le gouvernement à travers le ministère des Enseignements, pour les efforts. Mais nous demandons aussi, en tant qu'association, que beaucoup de choses se fassent davantage. C'est vrai qu'il y a une division chargée de ça, mais nous voulons que dans les années à venir, que l'État se penche et que ça devienne une matière spécialement... D'accord, on va en arriver tout à l'heure au niveau des défis. Voilà, au niveau des défis, parce qu'au vu de toutes les causes évoquées par les 2 invités, vous comprenez qu'il y a des défis à relever au niveau de la fille elle-même, des défis à relever au niveau de l'institution scolaire, donc l'environnement scolaire dans lequel les enfants fréquentent, des défis à relever par la cellule familiale et naturellement des défis aussi à relever par les organisations voilà, de la société civile qui sont intéressées ou qui sont engagées à accompagner les apprenants, qui sont intéressés à accompagner aussi les structures. Eh bien, c'est de ça que nous allons parler pour aller vers la fin de notre émission. Donc, les défis, vous allez les relever un à un. Voilà. Au niveau du COPESDI, quels sont les défis? Au niveau de COPESDI, notre premier défi, c'est que nous puissions vulgariser encore plus le fait que les informations liées à la santé de la reproduction sont disponibles au niveau de la ligne verte et que les jeunes peuvent appeler à tout moment gratuitement pour avoir toutes les informations dont ils ont besoin. Appeler ou envoyer des SMS? Appeler, oui, ou envoyer des SMS pour avoir toutes les informations liées à leur santé sexuelle et que ce soit par rapport à un problème de santé sexuelle et autres, ils peuvent appeler à tout moment pour avoir ces informations. Et donc, nous pensons mettre encore en œuvre d'autres stratégies. Est-ce que le COPESDI, par rapport à ce travail, est-ce que vous faites des descentes de terrain dans les écoles? Ou bien ce n'est pas dans votre non, ce n'est pas dans nos tests. Ce n'est pas dans nos missions. D'accord, allons-y. Donc, nous, notre part, c'est de donner des informations. D'abord, la ligne verte a été conçue pour la protection des enfants en matière des violences, que ce soit violences physiques, violences sexuelles et autres. Mais maintenant, nous voyons que les jeunes étant plus aptes à appeler gratuitement pour avoir des informations. Alors, on a inséré le terme de la santé sexuelle pour que les jeunes bénéficient aussi de ces services. Donc, le défi est de pouvoir vulgariser à travers les réseaux sociaux, les émissions, que ce soit radiophoniques ou télévisées, pour que les jeunes aient vraiment
d'abord l'information par rapport à la ligne verte et maintenant, à travers cette ligne verte, les sensibiliser pour le changement de comportement. Ça, c'est au niveau du coopératif. Oui. Maintenant, au niveau familial, puisque vous recevez aussi des parents, qu'est-ce que les parents, selon vous, doivent faire? Oui, au niveau des parents, c'est de les appeler réellement à démystifier d'abord. À démystifier, voilà, démystifier les normes, oui, voilà. Les normes socio-culturelles qui nous empêchent d'échanger avec nos jeunes sur la santé de la reproduction. Nous appelons aussi les leaders religieux et autres, puisque je pense que souvent, lorsque ce sont les leaders eux-mêmes qui en parlent, ça amène plus les parents à l'accepter et à aller vers la communication entre parents et enfants. Et donc, c'est de les amener à avoir plus de temps avec leurs jeunes, de leur permettre d'avoir confiance en eux, afin que les jeunes puissent se libérer et échanger librement avec eux. C'est ça. Maintenant, et les jeunes filles d'abord et ensuite les garçons? Alors, les jeunes, c'est de les amener aussi à ne plus avoir honte, parce que les jeunes ont souvent honte d'appeler ou de se rendre dans un centre de santé parce qu'ils se disent « Ah, je vais aller exposer mon problème à quelqu'un d'autre » et les amener aussi à comprendre qu'il y a une certaine confidentialité et c'est surtout la particularité de la ligne verte Allo 1011 qui maintient l'anonymat de l'appelant. Donc, tu appelles sans donner ton nom et tu poses ton problème et on t'aide à résoudre ça. Et lorsque nous n'avons pas forcément la réponse à la question, nous essayons de les référer vers les centres de santé appropriés qui peuvent leur offrir ces services. Donc, c'est de les amener vraiment à avoir vraiment confiance en cette ligne et pouvoir appeler de temps en temps ou bien tant qu'ils veulent pour avoir toutes les informations. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train d'aller donc vers la fin de cette émission où nos invités sont en train de donner des conseils vraiment pratiques et très utiles aux apprenants et en appeler aussi à la responsabilité aussi des parents et de ce que tout acteur qui accompagne les apprenants, et bien ce que tout acteur aussi doit faire pour véritablement amener les jeunes à avoir des comportements sexuels responsables. Alors, madame, on est à vous. Je dirais que les défis, il y en a beaucoup. Ouais. Et on doit essayer de partager les responsabilités. C'est ça. Vous commencez par où? Je commence par l'État, qui est le gouvernement. Nous félicitons déjà l'État parce qu'en matière de grossesse précoce, de santé sexuelle, tout ce que nous avons raconté. Aujourd'hui, on a les statistiques. Il y a les statistiques. Très important, voilà. Il y a que l'État essaie de faire sortir des lois. Par exemple, la dernière fois, la sanction des enseignants qui vont exercer une violence au niveau des élèves. Et nous avons déjà même la loi aussi dit que les élèves eux-mêmes qui auront enceinté leurs camarades seront sanctionnés. Aussi. Et nous avons même vu un exemple, je crois bien avant les vacances, d'un enseignant qui a enceinté une élève et qui a eu une sanction. Donc c'est déjà un grand défi. La loi est déjà opérationnelle. La loi est opérationnelle. Donc pour nous, merci au gouvernement à travers le ministère d'enseignement privé secondaire qui a pris vraiment le devant de ce dossier et qui est un outil de travail aujourd'hui pour sanctionner tout ce qui porte atteinte à l'intégrité des filles. Des filles, voilà. Donc nous exhortons aussi les enseignants lorsqu'ils font cours, s'ils ont 5 minutes, parce que souvent il y a peut-être quelques minutes de brise-glace, ils peuvent aussi même insérer quelques mots pour éduquer les élèves. Oui, comme vous êtes au niveau des enseignants, il y a certains, pas tous, certains enseignants qui disent que c'est les filles elles-mêmes qui s'exposent à eux. Ils disent ça, mais il y a un mais. Moi, je dis qu'il y a un mais parce que l'enseignant, c'est un éducateur. Voilà, il est un éducateur aussi, est un parent. Donc, ce que tu te dois de faire en bien pour ton enfant, c'est la même chose que tu le feras au niveau de l'école. Même si la tentation est grande, mais il doit savoir se ressaisir. À supposer que moi, enseignante, par exemple, je viens en classe et que c'est un jeune garçon qui me fait des choses comme ça. Est-ce que si c'était mon fils, j'allais coucher avec mon fils ou j'allais tomber dans la... Non. Donc, je crois que ça doit être la même chose. Et
c'est vrai que l'enseignement n'est pas facile, mais nous exhortons aussi, les encourageons à mieux faire leur travail pour que chaque année, qu'on n'ait pas de ces petits soucis-là et que l'année scolaire se termine en beauté. Au-delà de l'État, il y a aussi les parents. Aujourd'hui, je crois que nous avions eu le temps de parler de comment est-ce que les parents doivent... Mais je mets l'accent sur l'amitié. Aujourd'hui, nous, en tant que parents, nous devons faire de nos enfants des amis, des confidents, parce que si l'enfant a peur de toi, à tout moment, tu cries sur l'enfant, ou bien quand l'enfant s'approche pour dire « maman » ou « papa, je sens ceci », tu dis « va, 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 va », c'est toujours toi. À un moment donné, l'enfant se replie sur lui-même et nous n'allons pas être surpris des conséquences qui vont en découler de ça. Donc, faisons de nos enfants des confidents, des amis. Ils vont s'ouvrir à nous. Ils vont s'ouvrir à nous. Donc, cette responsabilité-là, il faut que les parents vraiment l'assument dignement. Au niveau des jeunes aussi, il faut que les jeunes comprennent que tout ce que nous voulons aujourd'hui pour eux, c'est d'abord réussir dans leur vie. C'est réussir dans leur vie. La dernière fois, j'étais au collège protestant d'Agbalepedo et j'étais surprise qu'on me dise qu'une des ministres actuellement au gouvernement a fait le collège protestant d'Agbalepedo. Et je disais aux jeunes filles, ce n'est pas sorcier. Elle n'a pas fait de la magie. Elle a cru en elle, elle s'est abstenue, elle a travaillé et aujourd'hui, elle y est. Alors que cette ministre est même jeune. Donc, ça veut dire que tout est possible si on a la détermination. Je dis souvent aux jeunes, après, s'ils gèrent bien leur santé sexuelle, ils auront le temps la fille aura le temps de choisir le plus beau garçon qu'elle désire, le plus peut-être riche garçon qu'elle désire, mais il faut que d'abord, toi, en tant que jeune fille, tu deviens autonome. Financièrement, mais en tout, quand on dit autonome, souvent on regarde financièrement, non. Quand tu n'es pas autonome sexuellement aussi, c'est un autre problème. Il faut être... Parce que quand, par exemple, je suis dans la société et que les gens ont tendance à fermer leur nez parce que j'ai une odeur corporelle qui dégage. Donc, ça veut dire que je ne suis pas autonome parce que je n'arrive pas à rester dans les gens. Alors que ces genres de choses, c'est au moment de l'âge de puberté que ça survient. Donc, tout ça, là, il faut apprendre aux jeunes comment aussi avoir physiquement leur santé mentale. Au-delà, il y a aussi la société elle-même. Je crois que nous, les associations, nous faisons déjà notre part, mais il faut que le reste de la société aussi le fasse. Mais nous avons, au niveau de ICTDP particulièrement, lorsque nous avions parlé de l'hygiène menstruelle, nous avions vu que c'était un terrain tellement vaste qui même avait d'autres ouvertures sur d'autres choses qu'on ne comprenait pas. Par exemple, actuellement, au niveau de 2CG dans le Grand Lomé, notamment au niveau d'Amandaoumé et de Lankouvi, nous sommes en train de construire des toilettes pour les élèves. Parce qu'on avait vu que certaines fois, ce qui faisait que les filles s'absentaient lors de leur menstruation, c'était où aller se changer lorsqu'elles sentent le besoin. Il n'y a pas de toilettes au niveau du CG, au niveau de l'école, entre parenthèses. La jeune fille est mouillée, elle sent qu'elle doit changer sa serviette parce que normalement, la règle dit chaque 4 heures de temps, il faut changer sa serviette hygiénique. Elle veut le changer. Mais où est-ce qu'elle va aller changer? Est-ce que c'est en classe, elle va se lever devant ses amis? Est-ce qu'il faut aller derrière la clôture? Si elle enlève, où est-ce qu'elle va déposer? Donc, il y avait ça et nous avons essayé de voir dans les CG où il n'y avait pas de toilettes. Donc, actuellement, nous sommes en train de leur doter de latrines. Donc, c'est pour dire que tout le monde est appelé vraiment à aider les jeunes, que ce soit l'État, que ce soit les associations, même vous les médias, vous avez un grand travail parce que en nous invitant ici sur ce plateau, nous parlons de la santé sexuelle. C'est les parents qui en bénéficient, c'est l'État parce que c'est une chaîne nationale, c'est l'État qui en bénéficie, c'est les autres associations qui en bénéficient. Peut-être ce que nous avions dit ici, d'autres associations prendront de ces échanges pour faire des projets dans d'autres communes. Donc voilà, donc le travail revient à tout le monde. Merci, merci, merci. Alors, vous avez un dernier mot, madame? Alors, c'est de faire appel encore aux jeunes, de ne pas vraiment avoir peur des centres de santé. Les centres de santé sont faits pour les accueillir et si eux ils ne sont pas là, ça veut dire que ces centres de santé aussi n'ont pas de raison d'être. Et donc de se diriger vers les centres de santé lorsqu'ils ont des besoins vraiment spécifiques en termes de leur santé sexuelle
de la reproduction ou en termes de santé en général. Et aussi, vous renouveler notre disposition. Nous sommes vraiment disponibles au niveau de la ligne verte Allo 1011. Vous pouvez nous appeler toutefois pour avoir des informations. Je tiens sincèrement à remercier mes deux invités, la conseillère nécessaire qui vient du COPEDI et madame de l'association ICTDP. Les informations qui sont partagées montrent que le défi est encore grand. Un travail est en train de se faire par tous les acteurs depuis l'État jusqu'à la base et que le travail doit continuer. Nous, au niveau de l'émission Débat Éducation, nous avons voulu, à travers cette émission en tout début d'année, que ce soit effectivement à ce moment-là qu'il faut donner les informations, alerter tous les acteurs, les apprenants au premier rang, pour qu'ils puissent être informés de ce qu'ils doivent adopter comme comportement pour éviter, n'est-ce pas, les problèmes liés à la menstruation, pour qu'ils puissent éviter aussi les grossesses précoces. Et donc, nous, le travail continue, en tout cas au niveau de l'émission Débat Éducation. On espère que nous allons suivre caméra au point les associations qui vont dans les écoles pour écouter les élèves, voilà, pour écouter aussi tous les acteurs qui sont au niveau de l'environnement scolaire, pour voir, pour recueillir leurs avis, leurs suggestions et voir un peu le travail qui est en train de se faire pour que l'information puisse être largement partagée afin que des filles et des garçons ne tombent pas dans les travers de la vie. Sur ce, nous tenons à vous dire merci pour nous avoir écoutés. Merci à nos invités, à vous téléspectateurs qui avez consacré votre temps pour nous suivre. Et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat Éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.